Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et avec l'inflation actuelle et dans la perspective d'un marché indo-russo-chinois, combien de temps peut-on encore tenir? Nous en parlons avec Charles Gave, président de l'Institut des Libertés et économiste des marchés financiers. Bonjour Charles Gave. Bonjour. Alors Charles Gave, on regarde un peu tout cela. Effectivement, ça fait maintenant une semaine que se passe ce conflit, cette invasion, cette agression. Appelons-la comme... Il y a plusieurs mots pour ça, mais en fait... Justement, c'est aux financiers, aux connaisseurs de la finance. Vous êtes entre l'Amérique, entre la Chine, la France, l'Europe. Parlons d'abord quelque chose. On l'entend beaucoup que, étant donné qu'on est en train d'attaquer sur la monnaie, qu'on est en train de geler les avoirs des oligarques russes et autre chose, qu'on est en train on l'a vu pour RT France et autrement, et on parle d'un retour à l'étalon or. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une raison, ça, les retours à l'étalon or, c'est assez simple. C'est que les États-Unis, il y a une quinzaine d'années, ont décidé d'extraterritorialiser leurs droits sur le dollar. Autrefois, si la France vendait quelque chose au Soudan, en dollars, puisque c'est que le commerce international se passe en dollars, beaucoup. Là, oui. Eh bien, la France vendait au Soudan, personne n'en parlait. Et puis, le Soudan est devenu un pays interdit par les États-Unis. Et donc, la France vendait au Soudan en dollars, et donc les États-Unis ont dit, comme c'est en dollars, le droit américain s'applique, et on a collé une amende de 8 ou 9 milliards d'euros à la BNP. Et puis ensuite, on a saisi les réserves de change de l'Iran, par exemple. Et maintenant, on vient de saisir les réserves de change en dollars et en euros de la Russie. C'est-à-dire que vous dites, cette espèce de Pax Americana qui régnait depuis 1946, où si j'avais des dollars, une fois que je les avais gagnés, ils étaient à moi, j'en faisais ce que je voulais, c'est fini. Donc le droit américain, maintenant, s'applique à tous les actifs en dollars. C'est-à-dire que dans toute transaction dans le monde aujourd'hui, il y a 3 types qui sont au courant, vous et moi, si on s'est vendu quelque chose, et la CIA, en dollars. Donc vous pensez bien que tout passe par le dollar, oui. Tout passe par... Si ça passe par le dollar. Si ça passe par le dollar, mais si on faisait des affaires entre vous et moi en or, la CIA serait pas au courant. Donc vous pensez bien que le rôle du dollar comme monnaie de réserve, c'est fini. Plus personne n'y croit. C'est terminé pour vous. C'est une perte de souveraineté inimaginable. Oui. Mais alors, dites-moi, le gel des avoirs russes, pour parler de l'actualité, les sanctionne très gravement? C'est à peu près la moitié de la réserve, pas tout à fait, parce qu'ils en avaient quand même mis un paquet en euros. Et là, c'est la BCE qui a décidé de geler les réserves en euros, parce qu'il n'y en avait plus que 4% en dollars. Ça fait un petit moment qu'ils se préparent. Donc ils ont la totalité de leurs réserves est gelée aujourd'hui? Non, 50% à peu près. Parce qu'ils ont pas mal de réserves en yuan. Ah ouais. Ils ont à peu près pas mal en yens, et à peu près entre 25 et 30% en or. D'accord. Donc, et alors, c'est envisageable, par exemple, une espèce d'alliance financière indo-russo-chinoise? C'est assez simple. C'est que la Russie est très gros exportateur de matières premières. On va en reparler, j'imagine. Oui. En particulier d'énergie, de pétrole. Et donc, ils ont qu'à facturer leur pétrole à la Chine en yuan. Bien sûr, à ce moment-là, ils n'ont plus besoin de passer par le dollar. Donc, c'est une incitation formidable à tous les gens qui, dans le fond, n'ont pas envie de se retrouver sous le contrôle de la CIA, à passer à facturer dans une des deux monnaies, soit celle du pays qui exporte, soit celle du pays qui importe. D'ailleurs, la dernière fois que vous êtes venu à l'émission, Charles Gave, je me rappelle, il dit, mais je comprends pas pourquoi il pousse à ce point la Russie dans les bras de la Chine. Ce que je vous avais dit il y a une semaine. Il continue à qui mieux, c'est tout à fait extraordinaire. Ouais, Et c'est une des erreurs massives. Mais ce qu'il faut dire ici rapidement, c'est que les États-Unis, la Chine est un gros exportateur, la Russie est un gros exportateur de matières premières, mais le gros consommateur de matières premières, c'est l'Europe. Il y a à peu près 40%, ça dépend, mais... Oui, de gaz russe, ou de pétrole russe, et je sais pas si vous avez remarqué, mais le charbon dans les 10 derniers jours a plus que doublé. Et l'année dernière, sur les 12 derniers mois, il a été multiplié par 5. Et les Russes sont parmi le 3e producteur de charbon mondial. Et puis les Russes sont le 3e exportateur mondial de blé. Et donc, mais est-ce que l'Europe peut se passer entièrement, si la situation actuellement continue, du blé russe, du charbon russe, du gaz russe ou pas? Jamais de la vie. Jamais, c'est impossible. Donc si les Russes décident de fermer les robinets, l'Allemagne s'arrête. Mais complètement. Mais il y a le gaz de schiste américain. Mais le gaz de schiste américain, s'ils réussissent à tirer,
1 million de barils, l'équivalent d'1 million de barils, ce sera le maximum, et ça suffira pendant quelques jours à l'Allemagne, quoi. Oui, c'est tout. Donc, on est dans une histoire de fou où le type qui est complètement dépendant se tire pas une balle dans le pied. C'est l'Europe qui est en train de se tirer une balle dans la tête, quoi. Ah oui, carrément. Bah, écoutez, je sais pas, mais si vous avez toute votre énergie, vous savez, l'économie, ça n'est que de l'énergie transformée, hein. Bon, bah, si on vous coupe l'énergie, bah, votre économie s'arrête, quoi. C'est à peu près aussi bête que ça. Mais enfin, personne ne raisonne un peu à moyen terme comme ça, même pas à court terme. Mais il y a beaucoup plus grave. Ça paraît idiot, mais en effet, il y a beaucoup plus grave. C'est les effets collatéraux, vous savez, c'est le truc quand vous dommages collatéraux, oui. Les dommages collatéraux, quand vous bombardez, vous avez un type qui passait là par hasard et pof, il se fait tuer. Bon, c'est un coup de pas de peau. Je vais vous donner un ou deux exemples qui me semblent absolument extraordinaires. C'est que la plus grosse société, le plus gros propriétaire d'avions dans le monde, d'avions, oui, c'est une société irlandaise qui achète les avions et qui les loue ensuite aux compagnies aériennes. Qu'on se dit, j'ai pas besoin de mettre du capital, comme ça, c'est lui qui s'en occupe. Elle a 550 avions à peu près, cette société, en Russie. Et donc, ben maintenant, les Russes ne peuvent plus faire sortir leurs avions. Et donc, ben, ils payent plus. Ouais. Et donc, la société irlandaise va sauter. Oui, faillite, évidemment. Une faillite, puisque elle a... Et donc, on va se retrouver avec 550 avions qui ont été faits par qui? Par Airbus. D'accord. Et donc, vous allez avoir un chômage monstrueux à Toulouse, parce qu'il y a 150 avions qui vont apparaître sur le marché. Bon, c'est déjà un truc auquel on pourrait réfléchir 2 minutes. Oui. Mais, oui. Non, c'est intéressant, Charles Gave, ce que vous dites, parce que je crois que les gens, comme on leur en parle pas, l'Europe, vous dites, est dépendante à 40%. Voilà. Des Russes du point de vue de l'énergie, etc. Enfin, de l'énergie, mais le prix du blé est en train de monter comme une fusée, parce que certes, la Russie est un gros exportateur de blé, mais l'Ukraine aussi. Donc la campagne de cet été va peut-être pas être terrible en Ukraine. Hein. Ouais. C'est à peu près la moitié des exportations russes. Et donc le prix du blé monte. Mais chaque fois que le prix du blé est monté dans l'histoire, il y a eu des révolutions en Afrique du Nord. Parce que les gens, ils n'avaient plus rien à bouffer. Puisqu'ils bouffent du couscous, si vous voulez. C'est fait avec quoi le couscous? Avec du blé dur. Hein, Donc il y a toute une série de trucs. Oui, c'est les jeux de domino, quoi. C'est le jeu de domino. Et en plus, la Russie aujourd'hui a des comptes courants excédentaires, c'est-à-dire une balance commerciale excédentaire. Elle a un budget excédentaire. Elle a des réserves de change qui lui permettent d'importer pendant au moins 2 ans tout ce dont elle a besoin, même si elle ne vend rien à l'étranger. Elle n'a pas de dette intérieure, elle n'a pas de dette extérieure, donc elle s'est parfaitement préparée à cette guerre. Elle peut vivre en autarcie. Elle peut vivre en autarcie pendant 2 ans, ce que vous dites. 2 ans. Et puis nous, on ne peut pas vivre 2 mois. Donc on est là en train de courir partout, de crier démocratie, démocratie en sautant sur nos chaises, comme disait De Gaulle, mais je pense pas que les gens aient bien conscience du rapport des forces. Oui, c'est assez étonnant. On va continuer à parler, c'est en même temps passionnant, mais c'est vrai très préoccupant. On en parle avec Charles Gave après cette petite pause, à tout de suite. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les Français parlent au français et Charles Gave parle aux auditeurs de Sud Radio. Justement, Charles, on voudrait parler des marchés dérivés, de SWIFT et de ce qui se passe dans les banques du monde entier en ce moment. Mais ça, c'est pas beau à voir. Hein, je vais vous dire ça tout de suite. Mais je vais essayer d'expliquer aux gens de la façon la plus simple possible. Pour on parle marché financier, la plupart des gens s'imaginent que ce sont des actions, d'obligations, et puis qu'il y a des gros spéculateurs qui s'en mettent plein les fouilles. Ils ne savent pas très bien comment, parce qu'ils le feraient s'ils pouvaient, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que derrière chaque prix dans les marchés financiers, il y a toute une série de produits dérivés qui se mettent. Et c'est là où les gens, où il y a des transactions gigantesques. Je vous donne par exemple, oui, un exemple. Un exemple, le pétrole. Bon, oui. Le pétrole. Vous avez un gars qui, par exemple, produit trop de pétrole en Russie. Et puis, il gagne sa vie à $40 le baril. On est à 80. Il est content. Il se dit, je vais vendre mon pétrole
à terme. C'est-à-dire qu'il va vendre le pétrole, pas de cette année, mais de l'année prochaine et l'année d'après. Ah oui, déjà, oui. Il se dit, comme ça, je touche 80, je gagne 40, et puis s'il y a des gens qui gagnent plus, moi, j'en ai rien à foutre. Bon, et à ce moment-là, vous avez quelqu'un en face, par exemple, je dis pas, j'en sais rien, mais elle est Air France, qui est un gros utilisateur de pétrole, avec ses avions, qui se dit, moi, il faut que je couvre mon risque de hausse des prix du pétrole. Donc, ils vont acheter le pétrole au-dessus de 80. Et comme ça, et donc vous avez un vendeur de pétrole à 80, un acheteur de pétrole à 80. Et puis, au milieu, vous mettez une banque qui va délivrer des lettres de crédit pour acheter ceci, pour acheter cela. Donc, la banque, c'est l'endroit où se passent les transactions. Voilà, c'est l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire. Et parfois, d'ailleurs, la banque va se dire... je connais celui-là qui veut vendre, je connais celui-là qui pourrait acheter, je vais leur donner des coups de téléphone et je vais voir si par hasard ils pourraient pas faire le deal à travers moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc et je prends ma commission, etc. Par exemple. Et en plus, vous pouvez vendre des options d'achat, des options de vente. Donc, les marchés à terme, les marchés futurs, les options, c'est des systèmes d'assurance où les gens s'assurent contre un truc qui serait cataclysmique pour eux, et puis il y a quelqu'un d'autre qui peut porter ce risque. Qui prend le risque. D'accord. Donc, vous pouvez imaginer que derrière les marchés, il y a une immense constellation d'assurances qui sont prises, et ça représente des milliards de transactions et des centaines de milliards de dollars. C'est à peu près 3 fois le PIB mondial. Ouais, c'est dingue. Donc c'est gigantesque. C'est une myriade de produits dérivés. Une myriade de produits dérivés, ça s'échange dans tous les sens, et personne n'y comprend rien. Ne sait où est le risque. Parce qu'il est complètement éclaté dans tous les sens. Personne n'y comprend rien. Bon, alors maintenant, imaginez qu'il y a un type absolument génial en France qui décide de ruiner l'économie russe. Oui, comme l'a dit l'admirable Bruno Le Maire. Oui. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Il interdit on interdit aux Russes d'utiliser le dollar. Ils peuvent plus vendre leur pétrole. Oui, puisque c'est en dollars. Donc à ce moment-là, Air France... Il livre pas le pétrole à Air France. Et Air France, qui s'imaginait être couvert contre le risque du pétrole qui monte, ils sont obligés de galoper dans les marchés pour l'acheter au comptant. Oui. Ce qui fait passer... Venezuéliens ont marché partout, quoi. Partout. Et ce qui fait monter le prix du pétrole comme une fusée. Et le prix du pétrole qui monte comme une fusée, ça fout une récession partout. Parce qu'une hausse des prix du pétrole, c'est une augmentation des impôts. C'est rien d'autre. Clair. Qui est prélevé. Et donc, vous vous retrouvez dans un monde complètement farfelu, où vous risquez d'avoir la banque qui avait garanti les deux côtés, qui d'un seul coup, elle ne reçoit pas le pétrole. Donc elle ne reçoit pas l'argent. Mais par contre, elle s'est engagée vis-à-vis d'Air France. Ah oui, c'est ça. Et elle prend une perte gigantesque. Parce qu'aujourd'hui, on est à 117, entre 80 et 117. Pas mal. Et donc la banque saute. Et qui finance le commerce mondial comme ça partout dans le monde? C'est les banques françaises. Partout dans le monde? C'est les plus grosses. Ouais, BNP, Société Générale, Crédit Agricole. Et donc, ce qu'elles font, au fond, c'est qu'elles émettent du papier commercial à New York, elles prennent des dollars, et ensuite, elles prennent ces dollars et elles vont les prêter soit à Air France, soit à Rosneft, soit elles se débrouillent comme ça. Mais si elles font faillite, si d'un seul coup il y en a un des deux qui fait défaut, donc ce qu'on est en train de faire, c'est que tout ça, ça peut être les conséquences de ce qui se passe. Ça peut être les conséquences. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est comme c'est un système d'assurance mutualisée, c'est un jeu, ce qu'on appelle un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que la perte de l'un est le gain de l'autre. Donc il n'y a pas de, il y a les gens qui touchent des commissions, mais enfin c'est tout quoi. Si vous avez d'un seul coup un des deux qui avait assuré ou qui s'était fait assurer, qui fait faillite, l'autre reste les jambes en l'air, si j'ose dire, et il se retrouve ruiné. Et c'était ce qui s'est passé en 2008-2009 quand... Avec les subprimes. Avec les subprimes, quand AIG et Lehman avaient sauté. Donc il y avait toute une partie de réassureurs qui avaient disparu, et le système s'est complètement arrêté. D'un seul coup, la vélocité de la monnaie est tombée à zéro. Oui, mais enfin, on a aujourd'hui, ils ont tous le souvenir de 2008, c'est pas loin. Est-ce que ça peut vraiment se renouveler de la même façon ou d'une autre façon? Exactement que ça peut se renouveler de la même façon. S'il y a une banque française qui a prêté des dizaines de milliards de dollars à Rosneft et qui ne sont pas livrés, ou j'en sais rien. Rosneft, c'est la compagnie de pétrole russe, oui. Et bien sûr que ça peut se produire. Et alors c'est pour ça que je dis aux gens, regardez les marchés financiers, et si vous voyez les banques françaises commencer à se casser la gueule, le marché comprendra pas pourquoi, mais moi je comprendrai.
c'est qu'il y a des cadavres absolument monstrueux dans toutes ces activités d'assurance, de réassurance. Vous avez rompu la chaîne de l'assurance. Et vous vous retrouvez dans la situation du gars qui a une assurance incendie dans sa maison, pour sa maison, et puis l'assureur fait faillite. Mais ce que vous dites, Charles Gave, parce qu'on va pas précipiter tous les auditeurs et les guichets de banque. Non. Mais ça ne peut s'arrêter quoi alors? Donc en fait, on souhaiterait de partout qu'il y ait un cessez-le-feu ou que ça s'arrête vraiment pour retrouver la chaîne ou pas. Oui, mais en même temps, quand on a cassé un certain nombre de lignes commerciales qui marchaient depuis toujours, ça se refait pas en 5 minutes. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont en train de toucher avec leurs gros doigts velus et plein de graisse des espèces de petits parchemins tout à fait ravissants qui vont détruire. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que vous avez détruit ça, oui, c'est difficile à reconstruire. Enfin, c'est difficile. C'est de la porcelaine, ce truc. C'est de la porcelaine très fine, très. Et sans ça, rien ne marche parce que l'assurance du risque, c'est l'essentiel, si vous voulez. De la transaction, de la transaction. On ne cherche qu'à protéger ses risques dans ces marchés. Je parle de la compagnie, je parle de Air France qui a besoin d'acheter du pétrole, mais ça peut être EDF qui a besoin d'acheter du gaz. Vous voyez, donc d'un seul coup, ils se retrouvent short. Ouais. Le truc, ils se retrouvent short, mais ils peuvent pas couvrir. Ils sont pas là, ils le produisent pas le gaz. Ouais, il est à court et il ne savent plus quoi faire. Mais dites-moi juste pour et à propos du SWIFT, vous voyez, le SWIFT, c'était ce qui assurait le paiement dans tout dans ce monde virtuel. C'était ça. C'était ça. C'est-à-dire que de toute façon, vous étiez assuré, le paiement se passait par SWIFT. Donc on dit aux Russes, SWIFT c'est fini. Mais les Russes vont être très embêtés avec ça quand même. Les Russes sont très embêtés, mais c'est là où ça devient presque risible, c'est que dimanche matin, on annonce fièrement que les Russes n'auront plus accès à SWIFT. Oui. Et alors, il y a dû y avoir quelques coups de téléphone donnés par Deutsche Bank et BNP aux gens qu'il faut, en leur disant, dites les gars, on va pas vous faire de peine, mais nous, si les Russes n'ont plus accès à SWIFT, ils peuvent plus nous payer pour l'énergie, pour le pétrole. Donc, si ça vous fait rien, on aimerait que SWIFT soit arrêté pour les Russes, pour les achats de sucettes ou de voitures, mais pas pour les achats d'énergie. Il faut pas déconner quand même. Il y a tout de suite l'exception. Tout de suite. Et d'un seul coup, ils ont le soir, il y avait le deuxième communiqué qui arrivait en disant oui, on coupe SWIFT, mais pas pour l'énergie. Comme c'est là que les Russes ont tout leur pognon, ils auraient mieux fait de pas le couper du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'ils ont pris la décision le matin, et que entre le matin et le soir, il y a des gens qui sont venus leur dire, dites les gars, vous nous amenez une crise financière, mais comme il n'y en a jamais eu, quoi. Vous savez pas ce que vous faites. Et c'est vrai, ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont incompétents. C'est ça. On arrive à cette conclusion lumineuse, vraiment. Comme vous dites, vous savez ce que disait Henri de Montalon dans La Reine morte, cher Charles Gave, il disait en prison, au duc de Vert, en prison pour médiocrité. C'est exactement ça. Mais il n'y en a pas assez en prison. Il n'y en a pas assez, c'est vrai. Charles Gave, juste, honnêtement, on a très peu de temps, mais en une phrase, on peut quand même sortir de là. C'est pas quand même l'apocalypse now. Regardez le système financier européen, honnêtement, parce que s'il y a le système implose, c'est en Europe. Parce que les États-Unis sont à peu près couverts, l'Asie est à peu près couverte, donc c'est l'Europe qui est et à ce moment-là qui est en première ligne, est en première ligne, et qui est d'ailleurs la meilleure pour se tirer une balle dans le pied, dans la tête, où vous voulez, quoi. Ils sont tout à fait remarquables. Et à ce moment-là, vous risquez d'avoir des problèmes considérables à l'intérieur de l'euro. Oui. Parce que vous allez vous retrouver d'abord avec une inflation qui est en train de partir comme une fusée, et ensuite, ça amuse pas les Allemands, l'inflation, mais c'est là où elle est la plus forte en Europe aujourd'hui. C'est assez rigolo, c'est les pauvres Allemands, c'est eux qui dégustent le plus. Et une fois que mais vous pouvez pas monter les taux. Bien sûr. Mais si la BCE l'a dit, on monte pas les taux. On monte pas les taux. Donc, mais si on monte pas les taux, ça veut dire que l'inflation va continuer d'être plus belle. Et donc l'euro va se viander, et que les Allemands vont devenir énervés, et qu'un de ces quatre, les gens vont dire, mais j'en ai marre de cet euro, qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est pour ça qu'ils ont mis 100 milliards pour leur armement. Ils vont devenir la grande... et alors que les gens pensent que réarmer les Allemands soit une bonne idée, me laisse pantois. Merci Charles Gave, merci pour ces éclaircissements, vous voyez. Et André Berkoff et toute l'équipe, on vous remercie à être plus de 500 000 à nous suivre sur YouTube et à réécouter en replay nos émissions, et ce sera le cas avec Charles Gave évidemment. Et dans un instant, André Berkoff avec Céline Alonso, vous vous consacrerez à la fabrique des chefs-d'œuvre de la littérature, de La Fontaine à Victor Hugo, mais aussi Stendhal.